En préparant cette présentation de l'archétype neptunien, ce qui a d'emblée caractérisé mon travail, c'est le terme impénétrable. J'avais beau essayer de réfléchir à des personnes connues qui illustrent cet archétype, et je dis bien essayer de réfléchir, c'est comme si je n'avais plus accès à ma mémoire. Impossible alors de trouver des exemples, de trouver quoi vous dire pour vous parler de cette nébuleuse. Tout est comme brouillé mentalement. Je ne sais comment lever le voile de l'illusion. C'est à la fois d'une évidence criante, je perçois, je ressens parfaitement comment s'exprime Neptune, qui elle est, ce qu'elle nous fait traverser. Mais en parler, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas pour rien que Mercure, par le biais du signe de la Vierge, l'oppose avec son oralité perfectionnée. Mais alors comment faire ? Comment donner de la densité à mon propos ? Dois-je le laisser être neptunien ? Et puis-je faire autrement d'ailleurs, moi qui vois Neptune placé si proche de mon ascendant ? Puis-je vraiment faire autrement que de m'exprimer de façon neptunienne lorsque j'essaie de me saisir d'elle substantiellement ? Comment mieux vous parler de Neptune qu'en vous parlant de ce brouillard que j'ai pendant si longtemps qualifié d'onirique ? Ce besoin de partager la beauté présente partout, en chaque chose, et que si peu de personnes autour de moi semblaient percevoir autrefois. Comme un miroir, un filtre, présent devant mes yeux. En préparant cette vidéo, une évidence m'atteint alors. Être neptunien, c'est n'être pas connu. Le neptunien ne cherche pas à répondre aux codes dominants. Il peut à peine les comprendre, du fait tout simplement de ne pas les voir. Il vit parmi nous, mais il n'est pas vraiment avec nous. Quelle illusion de vouloir chercher des personnalités neptuniennes. C'est un contresens. Peut-on véritablement être neptunien et connu à la fois ? N'est-ce pas aller à l'encontre du moi qui cherche à se fondre en toute chose ? Le neptunien a dissous l'ego, ou c'est en tout cas sa quête ineffable. Ne plus exister dans l'être-là incarné, mais exister dans l'universalité du cosmos qui s'étend jusqu'à nos rêves d'êtres humains enchaînés dans la dualité. Neptune, c'est toi, et moi, c'est nous, c'est eux, c'est ici, c'est là-bas, et c'est ailleurs. C'est tout à la fois, et ce n'est surtout rien. Pourquoi vouloir alors se saisir de ce qui ne peut l'être ? Comment consentir à incarner cet idéal de l'unité universelle dans un corps fait de chair et d'os ? Quel autre moyen que celui de la potentialité créatrice pour lui donner corps, pour pouvoir la partager, pouvoir la transmettre ? Le neptunien incarné meurt d'envie de pointer du doigt pour que tous nous puissions voir, et mieux encore, goûter à cette immensité de l'évidence. Mais pouvons-nous réellement l'apercevoir avec les yeux grands ouverts ? La perception de son existence parmi nous ne relève-t-elle pas d'un troisième œil, invisible et non nécessairement ouvert ? Le signe du Sagittaire, ainsi que Jupiter, me semble alors essentiel à prendre en compte lorsque nous étudions la portée neptunienne d'un thème. Jupiter, maître du Sagittaire, maîtrisait en effet le signe des Poissons jusqu'à la découverte de Neptune au milieu du XIXe siècle. En fonction de son impact dans un thème personnel, nous pourrions bien percevoir des traits marqués d'une personnalité neptunienne. L'archétype du Sagittaire, dont nous aurons l'occasion de parler plus en détail au moment de la nouvelle lune en Sagittaire, donc au mois de décembre 2023, est bien celui qui, avec un stoïcisme tout philosophique, se propose de pointer du doigt vers l'ineffable. C'est bien à travers l'incarnation de cet archétype que peut, éventuellement, trouver à se densifier l'archétype neptunien, Poisson. On pourrait alors dire que l'une des facettes de l'archétype jupitérien est de faire s'incarner l'archétype immatériel par essence qu'est celui des Poissons. Sur la planète Terre, c'est-à-dire sur la roue zodiacale, le Sagittaire est celui qui explore, qui recherche Dieu avec un grand D, en toute chose. Sa quête peut prendre maintes et maintes formes. Je connais des archétypes sagittaires qui passent leur vie assis devant la télé, quand d'autres étudient la philosophie sans relâche, et d'autres encore passent leur temps à voyager dans une quête infinie d'eux-mêmes. Or, chercher ce Dieu avec un grand D ne correspond-il pas par essence à la recherche du grand tout neptunien, universel, cosmique,
impénétrable. Toujours en préparant cet audio, mon cerveau a soudain pu sortir de sa torpeur, et j'ai alors immédiatement pensé à Hildegard von Bingen comme étant un bel exemple, connu qui plus est, d'archétype neptunien. Le problème évidemment, c'est qu'il est impossible d'avoir accès à son thème astrologique, et donc nous ne pourrons pas le regarder pour essayer de comprendre en quoi est-ce qu'elle fut, astrologiquement parlant, neptunienne. D'ailleurs, j'aime à penser que de son temps, l'astrologie était autre. La construction psychique, la construction neurologique, la construction cérébrale était autre. Ni meilleure ni pire, juste autre. Alors ce que l'on aurait pu voir sur le thème d'Hildegard importe peu finalement. Elle écrivait d'ailleurs que les planètes n'apportent aucun signe par leur propre nature, mais par la volonté et le plan de Dieu. Hildegard est connue bien sûr pour son aura de mystique, mais peut-être surtout pour ses travaux sur les plantes médicinales. Je l'ai pour ma part abordée par le prisme de sa musique. J'ai appris à chanter certains de ses chants, dont celui-ci. Quelle pure merveille! N'est-on pas alors directement reconnecté à ce tout neptunien insaisissable dont je me suis lancé le défi de vous parler aujourd'hui? Et il est vrai que cet exemple illustre parfaitement ce que l'archétype neptunien nous permet de concrétiser dans la matière par le biais d'une créativité on ne peut plus inspirer. Alors, plutôt que de penser à des archétypes neptuniens incarnés dans des personnes, des œuvres neptuniennes me viennent soudainement en tête. Je pense à la série The OA, dont le personnage principal, Prairie Johnson, interprété par l'actrice américaine Brit Marling, représente assez parfaitement ce que serait un pur archétype neptunien incarné. Autant vous dire qu'on n'en croise pas très souvent. On retrouve bien ici l'hypersensibilité vis-à-vis du monde incarné, l'empathie extrême, le côté impressionnable, et puis cette sensation qu'elle est parmi nous sans être véritablement là. Son rapport à la mort aussi n'est pas intellectuel, avec ses expériences de mort imminente à répétition et cette exploration des mondes parallèles. Mais on y trouve aussi une frontière très fine, très floue, très confuse avec la notion de folie, mais aussi avec la notion d'imagination. Est-ce que ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent est réel, ou est-ce de l'ordre d'un imaginaire que l'on pourrait qualifier, avec notre jargon de terriens qui pensent avoir tout compris, de schizophrène? La réponse se trouve dans une maison douce que l'on ne peut qu'effectivement difficilement cerner. Par curiosité, j'ai été jeter un œil sur le thème présumé de l'actrice Brit Marling. Son heure de naissance n'est pas connue, mais sa lune se trouve dans le signe des poissons. Il fallait bien un tel placement pour laisser s'incarner toute l'essence neptunienne dans ce chef-d'œuvre qu'est The OA. Et on notera également qu'elle fait partie de la génération qui voit Neptune tomber en Sagittaire. Je soupçonne d'ailleurs que ce placement neptunien tombe dans sa maison 1, eu égard à ce petit quelque chose que je reconnais comme tel dans son regard. De la même manière, un morceau de piano du compositeur estonien Arvo Pärt me revient soudainement en tête.
n'est-il pas lui aussi teinté de cette aura neptunienne si particulière, à la fois poétique, onirique et remplie d'un ailleurs qu'il nous est impossible d'incarner pleinement. Et pourtant, on le connaît tous. Un coup d'œil sur son thème présumé, dont nous ne connaissons pas non plus l'heure, indique toutefois un significatif soleil conjoint à Neptune le jour de sa naissance. Il y avait donc bien un rayonnement neptunien chez cet homme. Et ce n'est pas non moins significatif. Le seul astre qui se trouve dans le signe des Poissons sur son thème est Saturne rétrograde. Il existait donc, qui plus est, une introjection des limites saturniennes, perdues dans l'éther du cosmos, et à partir desquelles on ne peut que se mettre à créer de la musique minimaliste, dont le silence est l'essence. Et enfin, sans transition, j'ai pensé à Björk, qui, parfois, laisse aussi transparaître quelque chose de neptunien dans sa musique, tout comme dans son art visuel. Je pense alors au morceau Oceania, qu'il a fait figurer comme une sorte de sirène neptunienne, mi-humaine, mi-extraterrestre. Il y a bien évidemment surtout quelque chose de très scorpion chez cet artiste, une manière bien à elle de transformer la boue en or. Un côté rebelle uranien bien assumé également. Pluton et Uranus partagent en effet son milieu du ciel. Mais regardez, Neptune côtoie de près son ascendant Scorpion. Elle aussi se trouve donc bien perchée dans un éther qu'elle vient placer dans une matière créative aquatique, parfaitement incarnée par son œuvre légendaire et transfigurative. Son nœud sud, identitaire à mes yeux, et Mercure se trouve par ailleurs en Sagittaire. Ils viennent lui permettre ce fameux pointage du doigt dont je vous parlais tout à l'heure, par le biais d'une oralité chantée. Je l'ai dit, d'une certaine manière, nous sommes toutes et tous neptuniens. C'est donc difficile de choisir des exemples pour venir illustrer la manière dont elles s'incarnent de façon personnifiée. Il existe par ailleurs certainement autant d'archétypes neptuniens qu'il existe d'humains sur cette planète. Le tout est d'essayer de comprendre comment cet archétype s'incarne chez vous, tout particulièrement. Parler de l'incarnation de quelque chose qui par définition ne peut pas s'incarner, n'est pas là pour s'incarner, est particulièrement complexe. La Maison 12 en ce sens m'apparaît comme une matrice, à cheval entre notre monde et l'au-delà. Le petit bébé qui vient de naître, à l'ascendant, vient de passer par cette matrice qu'est la Maison 12. Il est encore tout imprégné de cette énergie Maison 12, Poisson, neptunienne. Il est encore tout impressionnable, tout hypersensible. C'est certainement parce qu'elle est à cheval entre notre monde et l'au-delà que cette Maison 12 a été perçue comme obscure et que souvent la tradition astrologique lui a donné la réputation de folie. Et pourtant, n'est fou que celui qu'on ne comprend pas, n'est fou que ce que l'on ne souhaite pas voir chez soi. La Maison 12 représente bien, en ce sens, l'inconscient collectif au sens jungien. Elle nous appartient donc à tous. Neptune fait peur parce qu'elle vient pointer du doigt l'indicible mystère de l'existence, qui nous est pourtant maintes et maintes fois révélé par le biais des canaux oniriques, énergétiques ou médiumniques, créatifs ou artistiques, comme j'ai essayé de vous le démontrer au travers de cette vidéo. Au moment où je poste cette vidéo sur YouTube, je suis en train de préparer un atelier de réflexion au sujet de cet archétype neptunien, atelier qui tombera un jour avant la nouvelle lune en Poisson. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'aborder le thème de cette nouvelle lune au cours de cette réunion. Je vous propose donc que l'on se retrouve en visioconférence le dimanche 19 février de 10h à 13h pour essayer de comprendre en quoi nous sommes neptuniens et surtout que faire de cette énergie pour avancer collectivement. Comment nous saisir de l'insaisissable? Comment aussi peut-être faire la paix avec cette part de nous-mêmes? Ce sera aussi l'occasion de vous demander
en quoi est-ce que vous êtes un archétype neptunien, ou plus précisément, comment s'incarne l'archétype neptunien sur votre thème personnel et dans votre vie. Neptune est souvent mal aimée. Certes, elle peut nous donner le sentiment de tourner en rond, de nous tromper, de nous faire plonger dans un sentiment d'étrangeté qui peut s'avérer pénible à éprouver lorsque l'on est un humain incarné. Mais elle permet également de renouer avec un sentiment de foi très puissant, et sans lequel je ne pourrais personnellement plus vivre. La magie a toujours fait partie de ma vie, de façon très discrète, privée et intime, grâce à cette Neptune placée sur mon ascendant. Peut-être alors est-ce une drogue, et c'est sans substance que nous, les Neptuniens, nous nous retrouvons parfois happés par l'irréalité, par ce cosmos enivrant qui nous réconforte, qui nous assure que nous ne sommes pas là pour rien, et peut-être surtout que non, nous ne sommes pas seuls. C'est de tout cela qu'il sera question le 19 février. Je vous attends nombreux et nombreux pour rêver ensemble à un demain plus poétique, plus onirique, plus sensible et empathique. Car le but de ces ateliers de nouvelle lune que j'ai intitulés les rencontres lunaires du monde de demain sont l'occasion de penser ensemble à la manière dont nous pouvons nous attribuer chacun des archétypes du zodiaque pour avancer vers un monde enviable. Alors, pour approfondir l'archétype neptunien et en donner un exemple concret, j'ai choisi d'interviewer une personne dotée d'un parcours que je qualifie de neptunien. Ce ne fut pas une mince affaire de choisir cette personne, mais j'ai été très aidée. Les synchronicités ont fait en sorte que, au moment où je me posais la question « mais qui est-ce que je vais bien pouvoir interviewer pour présenter cet archétype ?», j'ai reçu le manuscrit d'une personne de mon entourage entre les mains, comme par magie, et ce manuscrit s'est avéré être on ne peut plus neptunien. À chaque phrase, à chaque page tournée, le frisson de l'évidence. C'est donc Telly, l'auteur de ce manuscrit, que vous aurez l'occasion de découvrir à la mi-février par le biais d'une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et nous découvrirons son thème ensemble lors de l'atelier du 19 février. J'espère avoir de bonnes surprises en découvrant son thème et pouvoir vous les transmettre lors de cette réunion qui s'annonce déjà magique. Pour patienter et peut-être, pourquoi pas, vous mettre l'eau cosmique de l'éther à la bouche, permettez-moi de partager quelques citations de ce fameux manuscrit avec vous. À bientôt.